Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 3. Dehors dans le jardin, c'était la récréation. Nus sous la douce chaleur du soleil de juin, 600 ou 700 petits garçons et petites filles couraient sur les gazons en poussant des cris aigus, ou jouaient à des jeux de balles, ou étaient accroupis en silence par groupes de 2 ou 3 parmi les buissons en fleurs. Les roses étaient épanouies. 2 rossignols faisaient leur soliloque dans les bosquets. Un coucou émettait justement ses cris dissonants parmi les tilleuls. L'air était somnolent du murmure des abeilles et des hélicoptères. Le directeur et ses étudiants s'arrêtèrent quelque temps à observer une partie de bagatelle centrifuge. 20 enfants étaient groupés en cercle autour d'une tour en acier chromé. Une balle lancée en l'air de façon à retomber sur la plateforme au sommet de la tour, dégringoler à l'intérieur, tomber sur un disque en rotation rapide et était projetée à travers l'une ou l'autre des nombreuses ouvertures, percée dans l'enveloppe cylindrique et devait être rattrapée. Bizarre, musa le directeur tandis qu'il s'en éloignait. Bizarre de songer que même au temps de notre Ford, la plupart des jeux se jouaient sans plus d'accessoires qu'une ou 2 balles, avec quelques bâtons, et peut-être un bout de filet. Rendez-vous compte de la sottise qu'il y a à permettre aux gens de jouer à des jeux compliqués qui ne font absolument rien pour accroître la consommation. C'est de la folie. De nos jours, les administrateurs ne donnent leur approbation à aucun jeu nouveau, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il exige au moins autant d'accessoires que le plus compliqué des jeux existants. Il s'interrompit. Voilà un petit groupe charmant, dit-il, tendant le doigt. Dans un creux herbeux, entre 2 hautes masses de bruyère méditerranéenne, 2 enfants, un petit garçon d'environ 7 ans et une petite fille qui pouvait avoir 1 an de plus, s'amusaient, fort gravement et avec toute l'attention concentrée de savants plongés dans un travail de découverte, à un jeu sexuel rudimentaire. Charmant, charmant, répéta sentimentalement le DIC. Charmant, dirent poliment les jeunes gens pour marquer leur accord. Mais leur sourire était un peu protecteur. Il y avait trop peu de temps qu'ils avaient mis au rencard les amusements enfantins de ce genre, pour qu'ils puissent les contempler maintenant sans une pointe de mépris. Charmant, mais ce n'était qu'un couple de mioches prenant leurs ébats, rien de plus. Des mioches, tout bonnement. J'ai toujours l'impression, continuait le directeur du même ton un peu sentimental lorsqu'il fut interrompu par des ou vigoureux. D'un buisson voisin sortit une infirmière, tenant par la main un petit garçon qui hurlait tout en marchant. Une petite fille lui trottait sur les talons avec un air inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda le directeur. L'infirmière haussa les épaules. « Pas grand-chose, répondit-elle. C'est tout simplement ce petit garçon qui ne semble guère disposé à prendre part aux jeux érotiques ordinaires. Je l'avais déjà remarqué précédemment 1 fois ou 2. Et voilà qu'il recommence aujourd'hui. Il vient de se mettre à hurler. « Je vous assure, interrompit la petite fille à l'air inquiet, je n'avais pas l'intention de lui faire mal, en aucune manière, je vous assure. Cela va de soi, ma mignonne, dit l'infirmière d'un ton rassurant. De sorte que, reprit-elle, s'adressant de nouveau au directeur, je l'emmène chez le surveillant adjoint de la psychologie, simplement pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. C'est très bien, dit le directeur. Menez-le chez le surveillant. Toi, tu vas rester ici, petite, ajouta-t-il, comme l'infirmière s'éloignait avec le sujet toujours hurlant, confié à ses soins. Comment t'appelles-tu ? Polly Trotsky. C'est un nom excellent, ma foi, dit le directeur. Sauve-toi maintenant, et va voir si tu peux trouver un autre petit garçon pour jouer avec toi. L'enfant s'enfuit en bondissant parmi les buissons, et fut bientôt hors de vue. Quelle petite créature exquise, dit le directeur, la suivant des yeux. Puis, se tournant vers ses étudiants, « Ce que je vais vous exposer à présent, dit-il, pourra vous sembler incroyable. Mais aussi, quand on n'a pas l'habitude de l'histoire, la plupart des faits relatifs au passé semblent effectivement incroyables. » Il révéla l'ahurissante vérité. Pendant une très longue période avant l'époque de notre Ford, et même au cours de quelques générations postérieures, les jeux érotiques entre enfants,
avaient été considérés comme anormaux. Il y eut un éclat de rire. Et non pas seulement comme anormaux, mais comme positivement immoraux. Non. Et ils avaient en conséquence été rigoureusement réprimés. Le visage de ses auditeurs prit un air d'incrédulité étonnée. Quoi, les pauvres petits gosses n'avaient pas le droit de s'amuser? Ils ne parvenaient pas à le croire. Les adolescents même, disait le DIC, les adolescents comme vous. Ce n'est pas possible. À part un peu d'auto-érotisme et d'homosexualité pratiquée en cachette, absolument rien. Rien? Dans la plupart des cas, jusqu'à ce qu'ils eussent plus de 20 ans. 20 ans? Firent les étudiants en écho, en un chœur bruyant de scepticisme. 20 ans, répéta le directeur. Je vous ai dit que vous trouveriez cela incroyable. Mais qu'arrivait-il? Demandèrent-ils. Quels étaient les résultats? Les résultats étaient terribles. Une voix profonde et sonore s'interposa dans le dialogue et les fit sursauter. Ils se retournèrent. Sur le bord du petit groupe se tenait un étranger, un homme de taille moyenne, aux cheveux noirs, au nez crochu, aux lèvres rouges et charnues, aux yeux très sombres et perçants. Terrible, répéta-t-il. Le DIC s'était à ce moment assis sur l'un des bancs d'acier caoutchoutés qui étaient commodément disséminés parmi les jardins. Mais, à la vue de l'étranger, il se remit debout d'un bond et se précipita en avant, les mains tendues, souriant avec effusion de toutes ses dents. « Monsieur l'administrateur, quel plaisir inattendu! Mes amis, à quoi pensez-vous donc? Voici l'administrateur, voici sa forderie, Mustapha Meunier. » Dans les 4000 pièces du centre, les 4000 pendules électriques sonnèrent simultanément 4 heures. Des voix désincarnées retentirent, sortant des pavillons des haut-parleurs. Repos pour l'équipe principale de jour. Pour la deuxième équipe de jour, au travail. Repos pour l'équipe principale de jour. Dans l'ascenseur montant au vestiaire, Henry Foster et le directeur adjoint de la prédestination tournèrent le dos avec assez d'intention à Bernard Marx, du bureau de psychologie. Ils se détournèrent de cette réputation désagréable. Le ronflement et le fracas léger des machines agitaient toujours l'air cramoisi du dépôt des embryons. Les équipes avaient beau aller et venir, un visage de couleur de lupus faisait place à un autre. Majestueusement, à jamais, les transporteurs continuaient leur marche lente avec leur chargement d'hommes et de femmes à venir. Lénina Crown se dirigeait d'un bon pas vers la porte. Sa forderie, Mustapha Meunier. Les yeux des étudiants qui le saluèrent saillirent presque hors de leur tête. Mustapha Meunier, l'administrateur résident de l'Europe occidentale, l'un des 10 administrateurs mondiaux, l'un des 10. Et il s'asseyait sur le banc avec le DIC. Il fallait rester là, oui, rester et leur parler effectivement. Le savoir allait leur venir droit de la source, droit de la bouche même de Ford. 2 enfants à la peau brune comme des crevettes sortirent d'une touffe voisine de buissons, les contemplèrent un instant de leurs yeux écarquillés d'étonnement, puis retournèrent à leurs amusements parmi le feuillage. Vous vous souvenez tous, dit l'administrateur de sa voix forte et profonde. Vous vous souvenez tous, je le suppose, de cette belle parole inspirée de notre Ford. L'histoire, c'est de la blague. L'histoire, répéta-t-il lentement, c'est de la blague. Il brandit la main, et l'on eût dit que d'un coup d'un invisible plumeau, il avait chassé un peu de poussière, et la poussière, c'était Harappa, c'était Ur en Chaldée. Quelques toiles d'araignée, qui étaient Thèbes et Babylone, Knossos et Mycène. Un coup de plumeau, un autre, et où donc était Ulysse, où était Job, où étaient Jupiter et Gautama, et Jésus, un coup de plumeau, et ces taches de boue antiques qu'on appelait Athènes et Rome, Jérusalem et l'Empire du Milieu, tout avait disparu, un coup de plumeau. L'endroit où avait été l'Italie était vide. Un coup de plumeau, enfui les cathédrales, un coup de plumeau, un autre, anéanti le roi Lyre et les pensées de Pascal, un coup de plumeau, disparut la passion, un coup de plumeau, mort le requiem, un coup de plumeau, fini la symphonie, un coup de plumeau. Vous allez au cinéma 100 ans ce soir, Henri?
s'informa le prédestinateur adjoint. J'ai entendu dire que le nouveau film de l'Alhambra est de premier ordre. Il y a une scène d'amour sur un tapis en peau d'ours, on dit que c'est merveilleux. Chacun des poils de l'ours est reproduit. Les effets tactiles les plus étonnants. Voilà pourquoi l'on ne vous enseigne pas d'histoire, disait l'administrateur. Mais à présent, le moment est venu. Le DIC le regarda avec nervosité. Il courait des rumeurs étranges au sujet de vieux livres interdits cachés dans un coffre-fort au bureau de l'administrateur. Des bibles, de la poésie. Ford seul savait quoi. Mustapha Meunier intercepta son regard inquiet, et les commissures de ses lèvres rouges eurent une contraction ironique. Ça va bien, mon cher directeur, dit-il d'un ton de raillerie légère. Je ne les corromprai pas. Le DIC fut éperdu de confusion. Ceux qui se sentent méprisés font bien de prendre un air méprisant. Le sourire qui monta au visage de Bernard Marx était plein de mépris. Chacun des poils de l'ours, en vérité. Certes, j'aurai soin d'y aller, dit Henry Foster. Mustapha Meunier se pencha en avant, brandit devant eux son doigt tendu. Essayez de vous rendre compte, dit-il, et sa voix leur causa un frémissement étrange dans la région du diaphragme. Essayez de vous rendre compte de ce que c'était que d'avoir une mère vivipare. De nouveau, ce mot ordurier, mais aucun d'eux ne songea cette fois à sourire. Essayez de vous imaginer ce que signifiait vivre dans sa famille. Ils essayèrent, mais manifestement sans le moindre succès. Et savez-vous ce qu'était un foyer ? Ils secouèrent la tête.